Bonsoir à toutes et tous. Merci du coup d'être avec nous ce jeudi soir avant le week-end de 3 jours pour parler d'un sujet super important qui lance pour l'Académie Nat un cycle de 3 sessions sur les injustices environnementales. Et donc on est très content de recevoir Aurélien pour entamer ce cycle-là. Aurélien, je vais me permettre de te présenter. Et puis ensuite, on aura donc 35 minutes, 30, ouais, 35 minutes à peu près, où tu nous présenteras différents éléments sur le sujet de ce soir, qui est donc l'histoire de la justice environnementale, du mouvement de la justice environnementale, et puis les perspectives que ça peut avoir aujourd'hui en France sur les sujets qui ont trait aux inégalités environnementales et climatiques. Et ensuite, on aura un temps, du coup, voilà, 20 minutes comme d'habitude à peu près, où vous pourrez partager vos points de vue, vos réflexions, poser vos questions aussi à Aurélien. Voilà, donc on est parti pour ce soir. Donc Aurélien, tu es enseignant-chercheur en droit et justice environnementale au Muséum pardon, national d'histoire naturelle et à l'École de droit de Sciences Po, Paris, membre du laboratoire PALOC. Donc, tes recherches portent sur l'histoire et la pratique du droit environnemental et la sociologie des mobilisations écologistes, notamment avec leur confrontation et usage du droit. Euh, et donc, tu travailles par exemple particulièrement sur l'articulation juridique du pluralisme cosmologique. Tu pourras, n'hésite pas à en redire 2 mots si tu le souhaites au début, des revendications environnementales autochtones, à la répression de l'activisme dit radical en France métropolitaine et en Europe, et à la remise en cause des injustices environnementales dans les territoires d'outre-mer. Et par ailleurs, tu es coordinateur scientifique des programmes cliniques à Sciences Po Paris, et notamment de celui qui a trait justement à la justice environnementale et à la transition écologique. Donc voilà, pas mal d'activités. Du coup, merci de prendre un moment dans ton agenda pour partager un peu de ces réflexions avec nous. Et donc ce soir, voilà, comme je le disais, on va parler donc de l'historique du mouvement de la justice environnementale. Et donc je te laisse la parole pour voilà, une trentaine, un peu plus de minutes. Merci beaucoup, Emma. Merci pour l'invitation. Très content d'être là et de pouvoir partager un peu cet échange avec les membres de la communauté de NAT. Merci pour donner la chance à cette discussion. C'est vrai que c'est un sujet qui est important et c'est un sujet qui reste pas forcément toujours bien compris en France, notamment. Il y a, il y a, il y a, il y a une confusion qui est très forte et qu'on on va essayer de lever tout de suite, qui tient des raisons un peu sémantiques. C'est que quand on parle de justice environnementale, on a souvent tendance à entendre le mot justice dans le sens judiciaire, dans le sens de comment est-ce que la justice s'attaque aux questions environnementales et c'est pas de ça dont on parle quand on parle de justice environnementale. On fait référence à un mouvement qui naît aux États-Unis dans les années 70-80, on va y revenir, et c'est un mouvement qui s'intéresse aux problématiques d'inégalité et d'injustice environnementale. Et ça, c'est vraiment important de le souligner parce que on va revenir là-dessus aussi. C'est un mouvement qui a eu une adoption encore assez timide et assez tardive en France pour différentes raisons. Le terme continue à être un peu utilisé en entretenant cette confusion. Et donc, c'est vrai que parfois, on préfère parler d'inégalité ou d'injustice pour vraiment insister sur le fait que c'est ça qui est le cœur de cette approche. Donc moi, ce que je voudrais essayer de faire là dans ces 30 minutes, c'est revenir un peu sur l'histoire de ce mouvement, sur comment est-ce qu'il est né aux États-Unis, comment est-ce qu'il s'est progressivement aussi structuré, comment est-ce que c'est devenu une grille d'analyse, une forme de théorie qui est venue notamment un peu chambouler ce qu'on appelle l'environnementalisme dominant ou traditionnel. C'est là notamment où la justice environnementale est intéressante. Et c'est discuter aussi de quelle manière est-ce qu'il a essayé de trouver une traduction juridique, et là, ça a été un peu plus compliqué. Et ensuite, je voudrais un peu discuter la façon dont il s'est progressivement un peu complexifié, c'est-à-dire qu'il y a des nouvelles données qui ont entré en jeu. La question s'est étendue au-delà des États-Unis, et c'est aussi globalisé dans les problématiques qui sont abordées. Et puis finir un peu sur le cas de la France, hein, donc, comme je vous disais au début, où on est un peu en retard sur ces thématiques-là, mais il y a des choses qui émergent depuis quelques années. Donc ce mouvement de justice environnementale, il naît aux États-Unis et il naît dans un contexte qui est assez particulier. C'est un contexte qui est postérieur à la fin du mouvement des droits civiques
aux États-Unis. Donc c'est un mouvement qui se déploie dans les années 50-60. C'est important de le souligner parce que en fait, ce mouvement, il donne un peu un fondement un peu culturel, militant, à la façon dont vont émerger ces problématiques. Comment ça émerge? Il y a notamment une situation qui est très importante qui s'appelle les événements de Warren County. Donc c'est en Caroline du Nord, en 78. Il y a cette décision de répandre des produits chimiques, des PCB, sur un terrain qui se situe dans une communauté qui a majorité afro-américaine. Alors pourquoi est-ce que cette décision elle va... Ok, on t'avait perdu. Est-ce que Oui, je c'est... suis désolé. Pas de souci. Ouais, je crois que c'est mon Internet qui s'est déconnecté. Donc, je vous parlais de Warren County. Donc, on est en Caroline du Nord et il y a une décision donc, qui est en fait suite à disons des situations enfin, un industriel en fait qui décide de répandre des déchets toxiques sur le bord de la route. Il y a la nécessité de trouver un site pour stocker, enfouir ces déchets dangereux. Et la décision qui est prise, c'est de faire cet enfouissement à un endroit qui est une communauté, donc principalement rurale, principalement afro-américaine. Et donc cette communauté, elle va se soulever contre cette décision, elle va s'organiser collectivement et elle va notamment lancer, appuyée appuyée par des avocats, elle va lancer 2 procédures judiciaires pour contester la décision de l'État de Caroline du Nord de choisir Warren County comme site d'enfouissement. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une attention médiatique qui va progressivement disons, se porter sur cette affaire de résistance très locale. Et je vous parlais du mouvement des droits civiques au début, c'est là où ça va se jouer de manière très forte, c'est que le mouvement des droits civiques aux États-Unis, il crée dans les communautés, notamment afro-américaines, une culture du militantisme, une culture de la désobéissance civile, de l'organisation collective, de l'utilisation des tribunaux et du droit pour essayer de faire avancer ces revendications, des réseaux régionaux, nationaux de soutien de la part d'associations voilà, qui savent utiliser les ressources juridiques, des congrégations aussi religieuses qui apportent leur soutien. Et donc, progressivement, il y a une attraction médiatique qui se crée sur ce cas, qui vont aller jusqu'à une grande manifestation qui va se tenir 4 ans après cette fameuse décision. Donc en 1982, il y a une grande manifestation qui se tient à Warren County pour essayer d'empêcher les camions d'accéder au site d'enfouissement et d'y déposer les déchets. Donc les militants vont essayer de bloquer les routes, vont se coucher sur le sol. Les caméras de télévision seront là, il y aura des articles dans la presse nationale. Voilà, ça va attirer une certaine attention avec enfin, voilà, cette idée qui commence à émerger que, enfin, est-ce qu'il n'y a pas une forme, est-ce que c'est pas une nouvelle forme, encore une fois, de racisme que ce soit les communautés noires qui doivent accueillir ces déchets dangereux. Donc cette manifestation, évidemment, elle va finalement échouer, la police va intervenir, il y aura plus de 500 arrestations, et les procédures judiciaires qui ont été lancées contre la décision, elles ne vont pas aboutir non plus. Ce que les procédures judiciaires essaient de démontrer, c'est qu'il n'y avait aucune légitimité de politique publique, aucune légitimité scientifique à choisir ce site comme site d'enfouissement. C'est une communauté rurale, les nappes phréatiques se situent proches des surfaces, donc il y a un risque important qu'il y ait une contamination des nappes phréatiques. Enfin, ce que les avocats essaient de démontrer, c'est qu'il n'y a aucune raison de choisir ce site, outre que c'est une communauté pauvre et largement afro-américaine. Ce que finalement les tribunaux ont du mal à démentir, mais néanmoins les procédures ne vont pas aboutir. Donc cette première grande affaire de justice environnementale sur le papier, c'est un échec. Euh, pour vous donner la fin de cette histoire, finalement, quelques années plus tard, la contamination des nappes phréatiques se produit et donc il y aura des travaux de dépollution qui vont durer plus de 10 ans et qui vont coûter des dizaines de millions d'euros à l'agence environnementale américaine. Donc finalement, ils avaient bien identifié le problème. Mais au-delà de cette défaite, ce que cette première grande mobilisation va faire germer, c'est cette espèce d'attention à ce que finalement, est-ce qu'il n'y a pas une tendance à exposer les communautés afro-américaines aux États-Unis à des risques environnementaux de manière disproportionnée par rapport au reste de la population. Et au cours du début des années 80, il y a une série voilà, de résistances locales, donc ce qu'on appelle voilà,
grassroots mobilizations, donc c'est l'idée que c'est vraiment les communautés locales qui se montent en collectif et qui résistent contre des situations locales, donc des sites d'enfouissement de déchets, des sites d'incinération, des usines dangereuses proches des habitations, de tout ce type, voilà, un peu de risques industriels et de risques de pollution proches des communautés. Et donc, on a une série comme ça, notamment dans le sud-est des États-Unis, hein, qui, pour différentes raisons, concentre beaucoup encore de situations de ségrégation et donc de communautés afro-américaines confrontées à des problématiques comme ça. Et on a des avocats, des chercheurs, des chercheuses qui vont commencer un peu à compiler des informations et à se rendre compte qu'en fait, c'est pas une situation ou deux ou trois situations isolées, mais qu'en fait, il y a un schéma qui semble bien émerger structurellement, que la plupart voilà, zonage industriel des activités dangereuses, en fait, quand on regarde des cartes, et aux États-Unis, on a des cartes précises hein, en termes de données ethniques, on voit une représentation de communautés afro-américaines. Et donc, alors, il y a plusieurs études qui vont être menées dans les années 80. Une étude qui va se concentrer sur le sud-est des États-Unis, qui est menée par une agence fédérale américaine qui s'appelle Governmental Accountability Office, qui est une espèce d'équivalent de la Cour des comptes, hein, qui fait des audits de finances publiques et qui va mener une étude sur le sud-est américain qui va identifier cette corrélation entre implantation des sites dangereux et présence de communautés majoritairement afro-américaines. Il y a d'autres études qui vont se faire au niveau national dans les années 80 et en fait on va se rendre compte petit à petit en montant en généralité, en analyse de données que c'est un problème qui est réellement structurel. Et donc à partir de ces mobilisations, en fait on voit émerger cette idée-là, c'est que aux États-Unis, il y a des schémas structurels qui existent qui font que les communautés afro-américaines sont disproportionnellement exposées à des risques environnementaux. Et c'est là où on va commencer à parler d'injustice environnementale, c'est-à-dire selon qu'on est noir ou blanc aux États-Unis, on n'a pas la même chance d'être exposé à des risques pour sa santé et à un environnement dégradé. Donc c'est comme ça que ça débute dans les années 80. Ça va, disons que ça va évoluer de plein de manières différentes. Ça va mener à des tentatives d'institutionnalisation au niveau des législations américaines, alors des tentatives de loi fédérales qui vont finalement pas aboutir. Il va y avoir un texte un peu significatif, c'est ce qu'on appelle une executive order. Disons, une circulaire présidentielle qui a quand même une force réglementaire assez importante aux États-Unis, qui est pris par le président Clinton en 1994 et qui va notamment demander à l'ensemble des agences fédérales américaines de prendre en compte dans les politiques qu'elles mènent, d'être attentives aux problématiques d'injustice environnementale, donc voilà, de faire en sorte de ne pas perpétuer ces schémas de discrimination en termes d'exposition au risque. Il va y avoir aussi une extension de ce qu'on appelle la loi pour les droits civiques aux États-Unis, qui est une loi très générale hein, qui est adoptée à la fin du mouvement, qui permet notamment de lancer des contentieux judiciaires quand on identifie des situations qui sont basées sur des discriminations raciales. Donc on va étendre la possibilité de ces actions à des situations d'injustice environnementale. Avec assez peu finalement à ce stade-là on va dire, d'efficacité en termes de vraiment proprement juridique, c'est-à-dire la possibilité d'obtenir une réparation décidée par un tribunal pour des faits d'injustice, de discrimination ou de racisme environnemental. Néanmoins, ça montre quand même qu'il y a une reconnaissance de la validité du diagnostic qui est posé par le mouvement de justice environnementale. Hein, et rappeler que c'est vraiment un mouvement qui naît d'abord de ces luttes qui sont des luttes locales. Donc ça, c'est en gros le contexte d'émergence aux États-Unis sur les années 80-90. Déjà, souligner une particularité de cette origine américaine, c'est que sur toute cette partie, ce premier moment de la justice environnementale, il y a un accent très fort qui est mis sur la problématique du racisme environnemental, qui a beaucoup de discussions autour du fait que finalement,
Est-ce que ce ne serait pas un problème juste d'inégalité sociale? Est-ce que les Afro-Américains ne seraient pas confrontés à ces problèmes parce qu'ils appartiennent aux couches les plus pauvres de la société et que de fait, ils sont moins bien lotis, ils sont obligés d'acheter des logements qui sont dans des quartiers plus défavorisés, et donc de fait, le zonage industriel reflète ces inégalités. Bon, ça va être des débats assez longs qui vont quand même avoir tendance à démontrer aux États-Unis qu'au-delà des questions d'inégalité socio-économique, il y a une vraie tendance à ce que le zonage soit un zonage qui soit d'autant plus néfaste pour les communautés qui sont racisées. Néanmoins, c'est peut-être une des raisons aussi qui peut expliquer le fait que euh, cette tendance a vraiment, on va dire, configuré le débat autour des injustices environnementales de manière raciale. Ça peut expliquer aussi certaines des difficultés que le mouvement a eues à s'implanter dans des contextes comme la France, où les discussions autour des questions raciales et ethniques sont beaucoup plus difficiles à mener dans un contexte, que ce soit politique ou académique. Voilà. Néanmoins, le mouvement de justice environnementale, il va se complexifier, il va notamment on va dire, élargir sa focale de plusieurs manières. D'abord, sur les questions, sur les problématiques qui sont discutées. Euh, Comme je vous ai dit, pendant très longtemps, il y a le centre de la question, ça a été l'exposition aux risques environnementaux, aux risques de pollution, aux risques technologiques. Et en fait, il y a une expansion dans le sens où on s'est dit que, mais en fait, c'est pas juste des problèmes d'exposition aux risques, c'est aussi des questions d'accès à des aménités, comme l'expression en français, des aménités environnementales, c'est-à-dire à une nourriture de qualité, à des transports de qualité, à des énergies accessibles, à des espaces verts, à un air de bonne qualité, à une eau de bonne qualité. Donc, c'est pas juste un problème de risque, c'est aussi le problème d'accès à des choses qui sont positives. On va aussi commencer à se rendre compte que c'est pas juste des problèmes de distribution, c'est-à-dire que c'est pas juste des problèmes d'accès ou d'exposition, c'est aussi des problèmes de participation. Donc, on parle plus simplement d'injustice distributive, on parle aussi d'injustice ou d'inégalité participative. Et là, on se concentre sur le fait que selon qu'on appartienne à une communauté défavorisée pour des raisons voilà, raciales, économiques, de genre, d'âge, etc., on n'aura pas les mêmes capacités à participer à l'élaboration de la norme environnementale, on n'aura pas les mêmes capacités à participer à sa mise en œuvre, à demander réparation, donc avoir accès à la justice quand il y a une difficulté. Par exemple, il y a des études aux États-Unis qui ont montré très clairement que pour le même type de pollution, disons une communauté blanche favorisée aurait un traitement judiciaire beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace que pour le même type de pollution, se déroulant à l'encontre d'une communauté qui est plus défavorisée. Donc, on parle aussi là de problème de participation, c'est-à-dire que ce n'est pas juste une distribution des risques et des bénéfices, c'est aussi comment est-ce que on rentre dans l'élaboration et dans la mise en œuvre et dans l'accès à la justice. Et on va aussi un peu sortir du cadre proprement racial des problèmes d'inégalité et d'injustice en se rendant compte que finalement, on retrouve les mêmes difficultés quelles que soient les structures de discrimination. Donc, que ce soit des questions de race, que ce soit des questions de classe sociale, que ce soit des questions de genre, des questions d'âge, des questions d'accès à la citoyenneté, des questions de territoire aussi, selon le territoire dans lequel on se situe, voire même des questions de génération. Et donc, au-delà d'une approche proprement, on va dire, ethnique ou raciale, on va rentrer dans des réflexions sur la justice environnementale qui sont beaucoup plus intersectionnelles. On va regarder différentes sources, différents types de discrimination de domination pour comprendre d'où viennent ces injustices structurelles par rapport à l'environnement. Donc ça, c'est la façon dont, on va dire, progressivement, le mouvement de justice environnementale, il se complexifie. Il va aussi sortir du cadre strictement américain de deux manières, c'est-à-dire qu'il va le mouvement de justice environnementale, il va commencer à essaimer dans d'autres contextes nationaux. Alors de différentes manières, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on voit par exemple des contextes comme l'Afrique du Sud où pour différentes raisons, parce que voilà, il y a une histoire de lutte contre l'apartheid, il y a disons une acculturation militante, l'habitude de former des collectifs, de faire de l'action directe, etc. Donc on va voir le mouvement de justice environnementale s'acclimater un peu d'une façon semblable en Afrique du Sud, là où par exemple en Angleterre, à la même période,
il y a beaucoup de discussions autour de la justice environnementale qui émergent, mais pas du tout de la part de mouvements locaux de lutte contre des projets ou des situations particulières, mais beaucoup plus de la part euh, alors soit d'instances politiques gouvernementales ou d'ONG nationales, donc beaucoup plus au niveau du discours, du plaidoyer et des politiques publiques que de mouvements locaux concrets de résistance. Donc c'est pas exactement, on va dire, la même matérialité de justice, enfin de mouvement de justice environnementale. Il va y avoir aussi une expansion qui est ce qu'on appelle plus verticale, c'est-à-dire que au-delà des problématiques nationales, on va commencer à se rendre compte qu'il y a des problématiques qui sont globales sur les inégalités environnementales. Donc, évidemment, le meilleur exemple, c'est la question du climat, hein, sur le différentiel de responsabilité entre et pays riches, aussi le différentiel de vulnérabilité au changement climatique, aux catastrophes climatiques. Euh, on va se rendre compte aussi que les phénomènes de délocalisation des industries dangereuses ou des industries extractives posent le même type de problématiques, le commerce international des déchets. Voilà, donc que ce n'est pas simplement des problématiques qui sont locales, nationales, mais qui se posent à l'échelle du globe. Donc, encore une fois, une densification, une complexification du mouvement. Et donc, j'espère que je ne suis pas trop rapide sur tous ces éléments, mais au moins ça donne un peu d'épices pour voir d'où on vient, comment ça s'est un peu densifié. Et pour arriver un peu sur le cas de la France, où finalement il y a, en fait, pendant très longtemps, il n'y a pas vraiment de pénétration des discussions autour de la justice environnementale, en tout cas la façon dont elles se sont formalisées dans le contexte américain. C'est difficile de vraiment l'expliquer, donc il y a ce framing un peu autour des problématiques de race qui peut l'expliquer. Il y a aussi probablement des choses à voir autour de la sociologie des organisations, enfin du militantisme environnemental en France, qui tire pas nécessairement ses racines voilà, du même type de militantisme voilà, on va dire, savoir qui sont les gens qui se mobilisent sur l'environnement, euh, dans quelle mesure est-ce que les communautés les plus défavorisées se saisissent de ces questions-là et influent sur les questions qui sont posées, les combats médiatiques qui sont menés. Reste que au niveau académique également, il y a un peu d'intérêt pour ce mouvement. Il y a des économistes, des philosophes, quelques sociologues qui commencent à s'y intéresser au début des années 2000 de manière un peu confidentielle. Mais depuis quelques années, on voit de plus en plus des choses émerger qui sont réellement pertinentes et intéressantes. Je voulais vous donner quelques exemples, mais que vous connaissez certainement déjà, hein. Notamment les travaux de William Hacker, donc, qui est un avocat qui a réalisé un travail qui s'est formalisé sous la forme d'un livre qui s'appelle Où sont les gens du voyage, qui est paru en 2021 et qui s'appuie sur tout un travail de cartographie et de recensement de données autour de l'emplacement des aires d'accueil de gens du voyage en France, pour essayer de voir dans quelle mesure est-ce que ces aires d'accueil, en fait, si on regarde dans le détail, est-ce qu'on ne retrouve pas des schémas d'emplacement loin des services publics, proches d'usines Céveso, d'autoroutes, de décharges, de stations d'épuration, etc., etc. Et donc, on voit vraiment un schéma très clair se dégager où les territoires, les zones qui sont sélectionnées pour accueillir les gens du voyage quand elles existent, en fait, correspondent exactement à ce qui avait été identifié dans les années 80 aux États-Unis, c'est-à-dire que c'est des zones qui sont pas loin d'être des zones, des zones sacrifiées, des zones où les problématiques environnementales et sanitaires sont extrêmement prégnantes. Et évidemment, étant donné l'histoire de l'anti-tsiganisme en France, le raccrochage avec des problématiques de discrimination ethnique est assez évident. Donc ça, c'est un travail qui est vraiment très efficace et qui est assez difficilement contestable, hein, sur la mécanique structurelle de discrimination et d'injustice sur ces problématiques d'environnement. Il y a d'autres séries de travaux depuis quelques années qui s'intéressent de manière très intéressante, de manière très, je pense, pertinente aux problématiques environnementales dans les quartiers populaires. Donc autant en termes d'exposition au risque, de manque d'accès aux aménités environnementales. Donc il y a un rapport qui est très, très bien fait, qui s'appelle De l'injustice sociale dans l'air, et donc qui s'intéresse notamment à l'exposition
des enfants, et notamment des enfants défavorisés, aux problématiques de pollution de l'air, et donc le différentiel d'impact que ça peut avoir selon les catégories sociales auxquelles appartiennent, des familles auxquelles appartiennent ces enfants. Donc c'est un travail commun de l'UNICEF et du Réseau Action Climat qui est publié en 2022. Il y a plein d'autres travaux hein, sur les expositions à voilà, mauvaise qualité de l'air, les problématiques d'accès à des espaces verts, les îlots de chaleur, l'accès à des transports ou à une alimentation de qualité. Donc, très probablement, l'angle du territoire autour de la ségrégation spatiale en France avec les quartiers défavorisés serait une porte d'entrée assez pertinente. Et encore une fois, encore faut-il que les premiers intéressés aussi portent ces revendications-là pour que ça ne soit pas simplement un discours d'experts, que ce soit académique ou associatif, qui essaye de faire avancer ces questions-là. Et le dernier que vous connaissez peut-être un peu mieux parce qu'il répond à une campagne sur laquelle il me semble Nat travaille depuis l'an dernier sur l'accès à l'eau dans les Outre-mer, c'est que en fait, de plein de manières, les territoires d'Outre-mer, ils regorgent de problématiques de type injustice environnementale en termes notamment des conséquences de la colonisation et des situations post-coloniales, des injustices, traitement de territoire, donc sur l'accès à l'eau, que ce soit à Mayotte ou dans les Antilles, mais aussi d'exposition aux pesticides avec l'affaire du chlordécone, et on pourrait les multiplier, hein, l'exposition aussi aux essais nucléaires en Polynésie française. Donc c'est certainement aussi des contextes où l'approche via le prisme de la justice environnementale et des inégalités pourrait être tout à fait pertinent. Et peut-être là où je voudrais finir, et ça peut être des choses qu'on peut discuter aussi ensemble, c'est en fait qu'est-ce que ça nous apporte, comment est-ce qu'on peut se saisir de ce mouvement de justice environnementale, alors selon les perspectives qu'on a, hein, bien sûr, mais déjà voir qu'il y a une difficulté à en faire immédiatement quelque chose d'opérant juridiquement. Et, enfin, j'imagine que Emma aussi, tu pourras en parler, hein, mais c'est-à-dire comment est-ce que on qualifie juridiquement une discrimination ou une inégalité environnementale, comment est-ce qu'on peut essayer d'en obtenir une réparation, et évidemment quand on se situe sur ce type de raisonnement juridique, c'est compliqué d'avoir une effectivité et voilà, quelque chose de facilement articulable. Euh, mais au-delà de voilà, cette mise en application, on va dire contentieuse, juridique, immédiate, là où la justice environnementale, à mon avis, elle est vraiment intéressante, c'est c'est d'abord sur la façon dont on pose les questions environnementales, c'est-à-dire quelle est la priorité, comment est-ce qu'on approche les problématiques environnementales, quelle priorité on donne euh, aux individus, aux communautés les plus défavorisées dans la définition des politiques publiques environnementales, c'est-à-dire quand on s'intéresse à la pollution de l'air, quand on s'intéresse aux taxes carbone, quand on prend ces problématiques-là, si on oublie qu'il y a des questions, on se situe sur un terrain où il y a déjà de base des injustices, des inégalités, des structures qui sont pas, voilà, où on n'est pas tous placés dans la même situation. Si on ne prend pas ça en compte, eh ben on va juste euh, aboutir à des propositions de politique environnementale qui vont réentériner, voire aggraver ces situations d'inégalité. Donc, là où la justice environnementale peut être intéressante, c'est qu'elle peut nous pousser à repenser la façon dont on pose les questions environnementales et dont on définit les éventuelles solutions qu'on veut y apporter. Et ça peut changer beaucoup de choses parce que très largement, et ça c'est aussi des choses qui sont très documentées, hein, mais l'histoire de l'environnementalisme en tant que mouvement, c'est un mouvement qui s'inscrit, enfin qui a été défini, qui a été pensé et dont les priorités ont été définies par une certaine partie de la population. Donc, si on veut le rendre plus inclusif et plus fédérateur, il faut peut-être aussi réfléchir à repenser ses priorités. Donc, je pense que c'est aussi dans cette direction-là que ça peut être intéressant. Merci beaucoup Aurélien pour tous ces éléments. Juste, je rebondis directement avant que les questions n'arrivent, mais sur ce dernier point et pour illustrer un peu
justement le biais que peut avoir l'environnementalisme plus classique qui prend pas en compte justement ces enjeux de justice environnementale, c'est que bah, par exemple dans les premières lois environnementales, il y avait toute la question évidemment des pollutions. Mais en fait, j'avais lu un article qui expliquait assez logiquement qu'en fait, ça avait du coup eu tendance à concentrer, bah, par exemple, les industries, les déchetteries, etc. Mais qu'en fait, cette concentration, puisqu'on n'incluait pas du tout les enjeux de justice environnementale, bah, se faisait justement au détriment de personnes déjà vulnérables. Mhm. Et donc, enfin voilà, c'est assez, je trouve, illustratif pour comprendre de quelle façon ça peut s'exprimer, quoi. Mais donc, ouais. Super intéressant. Euh, du coup, voilà, je pense, enfin, moi j'ai pas mal de questions si jamais, mais si donc vous pouvez du coup poser vos questions dans la conversation ou juste vos réflexions. Vous pouvez aussi prendre le micro si c'est plus simple, si vous souhaitez vous exprimer. Voilà, n'hésitez pas. En attendant, je vais aussi vous repartager dans la conversation une session de l'académie qu'on avait fait en mars, il me semble, justement sur ces enjeux de comment on peut traduire ça en droit et si je pourrais en dire en droit en France, en tout cas, même si c'est qu'à l'état de réflexion, mais comme Aurélien t'a mentionné les travaux qu'on fait chez Nat sur ça, notamment via le droit de de la non-discrimination. Euh, Si vous souhaitez la revisionner, elle est juste là. Euh, alors, on va attendre, je vois que Clarisse est en train d'écrire. Mais effectivement, c'est vrai que c'est un prisme qui est très intéressant. Et puis, je trouve que, par exemple, ça a un des intérêts, c'est effectivement intéressant de se demander quel est l'apport de ça, de cette approche-là, mais c'est que ça peut faire émerger des demandes, des besoins, etc., différents. Mhm. Euh, et donc, peut-être plus connecté à, on va dire, voilà, au territoire, aux populations qui vivent sur ces territoires, etc. Donc, ça cadre un peu les choses sûrement différemment et en partant plus des besoins. Donc, Clarisse demande, est-ce que vous savez si des actions judiciaires ont été gagnées sur le fondement des inégalités environnementales? J'aurais peut-être d'autres exemples en tête pour te Ouais, compléter. ouais. Euh, Moi, j'ai pas connaissance. Alors, j'ai pas connaissance de situation où alors, il y a des cas aux États-Unis, mais qui se sont finis par des négociations. Ceux que je connais, c'est le procès n'est pas allé au bout, et donc il y avait ce qu'on appelle euh, out of court settlement, c'est-à-dire il y a une négociation entre les parties qui met fin à la procédure judiciaire. Euh, mais j'ai pas d'exemple en tête où, sur le fondement des discriminations, typiquement sur la loi sur les droits civiques aux États-Unis, il y a eu de condamnation qui a été déterminée. Toi, t'en connais, Emma? J'en ai sur, puisque du coup, effectivement, c'est plus sur ces lois de droit qui sont liées aux droits civiques, mais Mm. il y en avait plus sur les questions procédurales, en fait. Par exemple, notamment, j'en ai une en tête sur une autorisation de, je crois, d'installation de déchetterie ou d'incinérateur, je ne sais plus, qui avait été annulée parce que, en fait, c'était sur une zone où, je crois, plus de 50% de la population, sa langue première, enfin maternelle, c'était l'espagnol. Et en fait, aucune Ok. procédure de participation ne s'était faite, n'avait été traduite. Et donc, le juge avait considéré que du coup, l'accès à la participation, dans ce cas-là, n'était pas effectif et donc avait fait annuler l'annulation. Donc, c'est intéressant, même si c'est sur des questions procédurales, mais bon, c'était quand même une victoire. Mais effectivement, il y en a assez peu aux États-Unis, même si, alors que ça fait plus longtemps qu'ils essayent de travailler ce cadre-là. Et après, c'est vrai que du coup, aux États-Unis, enfin, tu parlais, tu disais que c'était intéressant, par exemple, d'avoir le cadrage du territoire. C'est ce dont on parle un peu dans l'Académie Mm. de Mars. Euh, et en fait, effectivement, aux États-Unis, c'est pas tant le territoire que vraiment la question de racisme qui est la plupart du temps mis en avant. Et donc, voilà, ça, c'est une orientation différente. Clarisse demande, et savez-vous si des pays ont intégré les discriminations environnementales dans leur processus de décision de manière systématique, par exemple dans des pays en voie de développement où le problème doit se poser dans des conditions un peu différentes des États-Unis et de l'Europe? Non, moi, j'ai pas connaissance.
je sais que par exemple en Inde, il y a eu une loi, enfin, qui ressemble dans les grands traits à cet executive order là de Clinton, c'est-à-dire qui enjoint les autorités administratives fédérales à intégrer une réflexion et une attention à ce que leur politique et la mise en œuvre des politiques ne créent pas de situation d'injustice. Mais du coup, on est beaucoup plus au niveau euh, d'un espèce d'objectif de politique publique et d'attention que quelque chose qui est réellement actionnable et réellement opposable à l'administration, quoi. Ouais. Je vois que Albin est en train d'écrire aussi. N'hésitez pas si jamais c'est plus pratique d'ouvrir vos micros aussi. Je vais vous envoyer les liens vers les deux rapports, enfin le rapport de Réseau Action Climat dont je vous ai parlé et sur sur le travail de William Hacker, il y a toute la partie de cartographie qui est accessible en ligne. Et donc ça, Mm. c'est assez intéressant. Juan demande, vous avez évoqué la question des réparations. Est-ce qu'il y a eu une évolution dans les demandes de réparation? Au début, c'était plutôt pour Mm. demander l'interdiction, relocalisation de certaines activités. Mais ensuite, il y avait aussi des demandes, y avait-il aussi des demandes de dommages et intérêts? Ouais, ouais, je peux répondre un petit peu, mais je pense que là-dessus, Emma, tu sauras mieux répondre. C'est-à-dire une grosse difficulté, c'est pour des demandes de réparation, c'est qu'il faut réussir à démontrer que individuellement vous avez été victime d'une décision discriminatoire, et donc à ce titre, vous avez le droit de demander réparation de cette discrimination. Moi, j'ai pas connaissance de cas qui ont abouti aux États-Unis via une décision de justice. Et encore une fois, Emma, tu sauras mieux répondre, mais enfin, parmi les grosses difficultés qu'on a pratiquement sur ce genre de situation, c'est que démontrer une discrimination, c'est démontrer que, par exemple, une autorité publique a pris une décision d'installation enfin, ce qui a motivé sa décision, c'était des considérations proprement, enfin, discriminante. Et donc ça, c'est très difficile à démontrer parce que l'administration peut toujours vous dire que elle a pris cette décision parce que il semblait que c'était la moins mauvaise zone d'implantation parce qu'il n'y avait pas d'autres solutions alternatives, mais que même si elle peut reconnaître que la solution qu'elle a retenue n'était pas forcément la meilleure, elle va contester l'intention discriminante. Et donc, si vous n'arrivez pas à démontrer ça, et donc juridiquement, cette preuve-là, elle est très difficile à apporter, vous n'allez pas pouvoir aller au bout de la demande de réparation, quoi. Oui, carrément. En fait, l'élément intentionnel, il a en fait bloqué, et comme d'ailleurs en matière de discrimination en France aussi, mais il bloque, en fait, aux États-Unis, il a complètement bloqué ces procédures liées aux discriminations Mm. environnementales. Après, il y a eu, tu parlais des out-of-court settlements, donc des actions négociées, on va dire, des accords négociés. Et par exemple, il y a le cas qui est assez, enfin, souvent repris quand on parle des injustices environnementales, celui de Flint Mm. qui est donc le cas de pollution de l'eau dans le Michigan. Et là, j'ai retrouvé, c'était une condamnation, un accord négocié, mais où du coup, dans lequel l'État du Michigan a versé 626 millions de dollars aux victimes, dont près de 20 000 enfants, pour sa responsabilité dans l'affaire. Donc ça, c'était en novembre 2021 pour une affaire qui remontait aux années fin des années 90, début des années 2000. Mm. Donc, il y a de l'argent qui, on va dire, découle parfois de ces affaires, mais bon, ça prend du temps et c'est vrai que ça reste assez rare. Pareil au Canada, alors encore plus, peut-être, enfin, beaucoup plus ambitieux en termes de montant. Sur les questions d'accès à l'eau, le gouvernement canadien, pareil, dans un accord négocié en dehors des tribunaux, là, on parle en milliards de dollars canadiens. Je crois que c'est 7 milliards de dollars canadiens qui ont été accordés aux Premières Nations, au peuple des Premières Nations, justement pour en fait, les problématiques historiques d'accès à l'eau pour elles. Et donc, en fait, il y en a qui a été attribué aux indemnisations, on va dire, des victimes, il y en a qui étaient attribués aux travaux, etc. Donc,
voilà, alors c'est pas dans les tribunaux, donc c'est pour nous peut-être plus frustrant, mais c'est quand même voilà, des manières d'espérer quand on entend même si ça reste des cas isolés. Mm, mm. Albin demande, en réfléchissant aux actions locales relatives aux installations environnementales en France, je pense assez vite aux nombreuses actions contre les éoliennes, notamment dans le nord de la France. Cette problématique est-elle ou peut-elle être analysée au travers du prisme de la justice environnementale? Est-ce que des arguments d'inégalité environnementale sont parfois invoqués dans ces contentieux? Alors, pas à ma connaissance. Après, encore une fois, si vous voulez, alors je sais pas, j'imagine que ce serait possible. Je connais pas la situation typiquement en l'occurrence dont vous parlez dans le nord de la France, mais si vous arrivez à démontrer que, enfin, si vous identifiez que vous arrivez à démontrer qu'il y a tendanciellement euh, une injustice par rapport, par exemple, à des questions territoriales, c'est-à-dire qu'on va identifier des territoires sur qu'on va surcharger en termes d'implantation, bah, typiquement d'énergie photovoltaïque ou éolien, et donc on va un peu comparativement à d'autres dont on va décider de les préserver de ce type d'installation industrielle. J'imagine que vous pouvez avoir un début d'argument. Euh, mais en fait, tant que vous n'arrivez pas à démontrer voilà, il y a un décalage entre ce que subit votre communauté, votre territoire, vis-à-vis d'un autre également situé dans enfin, dans une situation comparable, on n'est pas sur une situation qui relève d'une injustice environnementale, quoi. Et je sais pas, enfin, une des choses qui est intéressante aussi, c'est qu'il y a un risque qui est identifié par les chercheurs du mouvement de la justice environnementale du Not in my backyard. Et en Mhm. fait, que finalement, pourquoi est-ce que les revendications de justice environnementale qui disent mais on ne veut pas de ces industries vers chez nous, en fait, tout le monde, enfin, personne ne veut de ces industries chez soi. Et souvent, enfin, par exemple, les éoliennes, se relèvent parfois aussi de ces réflexions-là. Et en fait, ce qu'on voit souvent qui différencie justement des revendications not in my backyard, donc pas dans mon jardin, de revendications à part, enfin plus voilà reliées au mouvement de la justice environnementale, c'est les questions de justice politique derrière. Et donc, qu'est-ce que ça soulève en termes voilà caractéristiques socio-économiques notamment. Euh, donc, c'est pour ça que c'est pas propre à toutes les situations environnementales. Mais par exemple, on y avait réfléchi à un moment pour le cas de Fos-sur-Mer ou des grosses zones industrielles comme Mhm. ça, qui en fait, par exemple, quand on parle de troubles anormaux du voisinage, est-ce que ces raisonnements-là ne pourraient pas être enrichis d'argumentaires qui tiennent de la discrimination environnementale et d'une rupture d'égalité entre deux territoires? Voilà, c'est effectivement des questions intéressantes. Et on va prendre, alors je pense, encore une ou deux questions. Isabelle, en Amérique du Sud, il y a eu des procès contre plusieurs compagnies pétrolières, je crois en Équateur, notamment en raison du dommage causé aux indigènes, populations autochtones. Je crains que la compagnie en question, je ne me souviens plus du nom, a fait appel. D'ailleurs, quelle peut être l'efficacité d'une telle victoire en justice? Est-ce qu'on peut vraiment contraindre une compagnie pétrolière occidentale à payer? Donc c'est un peu plus large que le sujet de la justice environnementale. Ouais. Mais néanmoins, voilà, si tu veux. Ouais, bon, c'est une très grosse affaire qui est très complexe, l'affaire Chevron Texaco. Euh, donc, ouais, on peut pas vraiment rentrer dans les détails dessus, mais c'est pas une affaire qui s'est construite autour de raisonnements qui ont trait aux injustices environnementales. Elle s'est appuyée sur la réparation des dommages environnementaux et sur les droits des populations autochtones. Mais si vous voulez, euh, elle n'a pas eu, il y a pas eu besoin de la, excusez-moi, j'ai des mots anglais qui viennent de la framer, enfin de la mettre, de l'approcher par le prisme des injustices environnementales. Ça aurait été le cas si, par exemple, cette communauté, c'était une communauté autochtone qui n'avait jamais été indemnisée pour les dommages qu'elle avait subis de la compagnie pétrolière, là où les communautés hispano-descendantes voisines avaient, elles, des programmes d'indemnisation, de remise en état, de suivi, etc. Donc, s'il y avait une disparité, là, en l'occurrence, c'était vraiment une affaire, on va dire, strictement de criminalité et de réparation
d'une catastrophe écologique. Après, qui a pris des dimensions juridiques transnationales particulièrement complexes et problématiques. Mais on n'est pas sur cet angle-là de pourquoi est-ce que nous, dans cet endroit-là, euh, on subit de manière ciblée cette problématique environnementale au détriment euh, de, d'autres territoires, d'autres communautés situées dans les mêmes caractéristiques, dans les mêmes situations, quoi. Mm. J'essaie de retrouver en parallèle un lien sur l'affaire Chevron, Isabelle, si Mm. tu veux davantage en lire là-dessus. Albin demande également où en est en France l'état du droit relatif à la justice environnementale. Y a-t-il des consécrations des principes d'égalité ou de discrimination au regard des inégalités environnementales par la loi, le juge? Euh, et ça, pour avoir travaillé dessus, je Ouais. peux peut-être répondre un petit peu, mais non. Clairement, ni par la loi, ni par le juge. Alors au niveau européen, c'est un peu plus développé, notamment en matière d'accès à l'eau, par exemple, ou alors sur des situations très ciblées, par exemple relatives aux conditions de détention. Voilà, où on va, effectivement, ils vont lier ça au principe de dignité, voire à la discrimination indirecte. Mais la discrimination indirecte en France est très peu reconnue, très peu. Enfin, je pense que il y a un problème aussi peut-être de sensibilisation et d'acculturation des juges à ces mécanismes de discrimination indirecte, qui sont pourtant très intéressants et qui pourraient, j'espère, un jour voilà, nourrir des argumentaires environnementalistes. Mais pour l'instant, c'est voilà, encore vraiment embryonnaire, quoi. Et puis même, Aurélien, on en a, enfin, si tu veux peut-être en dire un mot, mais même d'un point de vue de la recherche, il y a Mm. un réseau notamment mais qui est plutôt composé de sociologues, etc. Et on a la chance d'avoir une de ces sociologues, Valérie Deldref, dans le conseil d'administration de Notre Affaire à tous, mais au niveau des juristes, il y a peu de juristes qui réfléchissent vraiment à comment intégrer la question des injustices environnementales en droit. Ouais. Enfin, ou alors de façon indirecte, quoi. Je veux dire, il y a en vrai de plus en plus dans les contentieux, on réfléchit aux populations vulnérables, mais à vraiment comment, par exemple, le cadre de la discrimination, on peut le cadrer. Voilà, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose là-dessus, sinon on a une question après. Non, non, mais non, j'irais exactement dans le même sens que toi. C'est-à-dire que typiquement, enfin, les travaux que tu as faits sont pas des choses qu'on retrouve beaucoup dans le champ français. C'est-à-dire que la question de la justice environnementale, encore une fois, sa traduction directement en termes d'opérabilité juridique, elle est encore assez problématique, voire assez lointaine. Mais là où ça a un impact, je pense, où ça peut avoir un impact en droit, comme tu dis, c'est sur la façon dont on va éventuellement, en tant que juriste ou association qui utilise le droit pour des questions environnementales, sélectionner des contentieux, appuyer certains collectifs, appuyer certaines demandes. Et ça se joue encore une fois aussi au niveau du droit comme législation, comme politique publique et comme mise en œuvre, c'est-à-dire quelle priorité on donne sur quelle problématique, sur quelle population. Donc c'est aussi des questions juridiques, mais c'est pas des questions, on va dire, vraiment de contentieux et de demande de réparation comme solution au problème, quoi. C'est un peu plus en amont, un peu plus macro, quoi. Ouais, et pareil, oui, c'est vrai qu'en termes, ça peut être intéressant de se dire en termes de choix, enfin de choix, de priorisation des contentieux, etc., de se dire bah, les sujets qui font remonter des questions de justice environnementale, peut-être qu'il y a un besoin particulier d'appui et de relais. Mm. Ouais. Juan demande, et je pense que ce sera parmi les dernières questions, peut-être une après si on a un peu le temps. Maintenant, on parle beaucoup de free, prior and informed consent pour caractériser un droit des communautés locales, notamment les peuples autochtones, d'être consultés et qu'ils puissent manifester leur consentement à certains projets qui peuvent avoir un impact sur elles. Notamment, certains pays en Amérique latine ont adopté la Convention 169 de l'OIT, Organisation internationale du travail, qui encadre ce droit à la consultation des peuples autochtones. Ces mécanismes de free, prior and informed consent font-ils aussi partie du mouvement de justice environnementale, même s'il s'agit de mécanismes préventifs davantage que de mécanismes de sanction? Ouais, complètement, ouais. Ouais, ouais. C'est devenu un des instruments, avec toute relativité gardée, hein, mais un des instruments les plus, on va dire, efficaces pour essayer de protéger les territoires et les communautés autochtones des projets environnementalement néfastes. Donc c'est cette procédure
de consultation renforcée, d'information renforcée. Bon, voilà, encore une fois, qui fonctionne plus ou moins. C'est qu'on est complètement dans le cadre de la justice environnementale parce que c'est, comme je vous disais, on n'est pas sur une problématique d'injustice distributive, mais d'injustice participative, c'est-à-dire sur le fait que, en fait, ce mécanisme renforcé, il vise à compenser le fait que, en l'occurrence, les communautés autochtones ont plus de mal à obtenir une information pertinente sur un projet, sur des projets à venir, à donner ou non leur accord, à négocier ou non les conditions de mise en œuvre du projet. Donc face à cette situation d'injustice, d'inégalité, on va essayer de la compenser en renforçant le mécanisme qui va permettre ou viser à améliorer leur participation à la décision environnementale. Donc on est dans ce schéma-là, ça n'a pas nécessairement été pensé comme ça, hein, mais ça fait partie, et j'ai pas insisté là-dessus, mais aux États-Unis, le mouvement de justice environnementale, on le définit toujours comme un mouvement qui est né on va dire, par ces mobilisations des communautés afro-américaines. Quand on complexifie un peu plus le débat, on se rend compte que on peut aussi le faire remonter à beaucoup de luttes autochtones sur les questions environnementales qui sont antérieures. Il y a aussi des mouvements de travailleurs latinos en Ouest américain. Enfin, voilà, donc l'histoire est un peu plus complexe et en tout cas, c'est très central les injustices environnementales quand on regarde les problématiques des communautés autochtones. Donc oui, complètement, c'est une façon d'essayer de répondre aux injustices participatives. Oui, c'est ça, le mouvement de justice environnementale, on va dire, c'est conscientisé dans l'historique que tu as mentionné, mais évidemment, on peut faire des liens avec des Mhm. revendications qui sont bien plus anciennes et décentrées des États-Unis d'ailleurs aussi. Ouais, complètement. Est-ce qu'on a une dernière question ou alors est-ce qu'Aurélien, tu veux, je ne sais pas, revenir sur un point? On voit pas qui remonte là. Euh, Écoute, non, non, mais en tout cas, je pense que enfin, encore une fois, je pense que c'est vraiment bien que ce genre de conversation un peu se développe. On est de plus en plus de chercheuses et de chercheurs à s'intéresser à ces questions et je pense que là, le projet que vous êtes en train de porter avec Nat sur problématiques d'accès à l'eau dans les Outre-mer, ça peut aussi, ça participe un peu de mettre ces problématiques à l'avant et d'essayer aussi de repenser le militantisme environnemental et l'activisme judiciaire environnemental par ce biais. Donc, je pense que c'est vraiment une bonne idée. Et donc, ouais, faut continuer à s'intéresser à ces questions-là, essayer de les approfondir. Moi, je suis très content d'avoir participé à cette conversation et puis j'ai avec plaisir pour être présent aussi pour la suite de la discussion. Tu m'as dit qu'il y aurait il y aurait trois séances autour de cette thématique, c'est ça? Excellente transition. Ça me permet d'annoncer Oui. les prochaines dates, effectivement. Alors, on va se retrouver d'abord le 28 novembre pour une session sur le droit des générations futures, donc, qui est un petit peu plus éloignée à prime abord de ces thématiques d'injustice environnementale, mais quoique, en fait, la justice intergénérationnelle peut s'intégrer Mhm. de façon intéressante à ces questionnements. Et donc, ce sera notre juriste de l'équipe salariée, Aline Paradès, qui viendra nous parler de ce droit des générations futures et notamment des dernières jurisprudences françaises sur ces thématiques. Ensuite, le 16 décembre, on aura une session d'un doctorant en sociologie, Maud Idiot, qui est rattaché à l'INRAE et qui va venir nous parler du cas des boues rouges vers Marseille et donc de comment un cas, on va dire local, qui pourrait paraître juste une pollution environnementale, et bien comment est-ce qu'en fait on peut justement le recadrer de façon intéressante et quels apports ça peut avoir de le recadrer en termes de justice environnementale. Donc ça sera le 16 décembre et début 2025, en janvier, avec une date à venir, on parlera de racisme environnemental des États-Unis à la France, donc avec d'autres perspectives là encore. Donc voilà, j'espère qu'on vous retrouvera à ces sessions. Avec plaisir, Aurélien, pour que tu puisses nourrir aussi ces échanges. Et merci beaucoup à tout le monde d'avoir participé dans ces questions qui sont, je trouve, super porteuses de plein de choses, j'espère, pour la suite de nos contentieux, notamment, ou recherches juridiques. Merci Emma. Bonne soirée à toutes et à Bonne tous. soirée.